Alors, quelques chiffres pour poser un peu le décor. Plus de 800 000 cancers actifs, plus de 2 millions de cancers guéris ou en rémission. Et vous voyez un certain nombre de traitements du cancer, chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie. Globalement, donc, l'incidence des cancers augmente, la mortalité diminue grâce au progrès thérapeutique. Et le cancer est devenu une maladie chronique avec des séquelles invalidantes dont la douleur, évidemment, fait amplement partie. Plus d'un patient sur deux est douloureux. Chez les patients en rémission, vous avez 25 patients de douloureux chroniques. Vous voyez que le nombre de douleurs sévères, notamment en phase active et avancée, est important, avec aussi une composante neuropathique qui avoisine les 50%. On se rend compte dans l'enquête INCa que le soulagement des patients est loin encore d'être atteint, avec des patients qui ont des douleurs moyennes à fortes, qui n'ont aucun traitement. Un petit point sur la prise en charge de la douleur pour ces patients. 90% est géré par les cancérologues, 67% par les médecins traitants. Et vous voyez que 7% d'entre eux, en fait, ont eu accès à un avis douleur, et encore moins à une consultation douleur structurée. Alors, les particularités de prise en charge, pour rentrer dans les détails, ça va être le profil évolutif des cancers cancéreuses, douleur instable, accès douloureux paroxystique, la douleur réfractaire, les douleurs séquelaires d'après le cancer, les mécanismes des douleurs qu'on va revoir rapidement, et puis, je voulais insister là-dessus, les aspects cognitifs et émotionnels de la douleur liée au cancer, notamment le syndrome de stress post-traumatique et la notion de chemobrain. Dans la cognition, en fait, pour certains, il y a un déclin cognitif constant au cours du cancer, dont les études, en fait, la prévalence est large, de 14 à 85%, dû aux difficultés d'évaluation probablement. Ça touche la mémoire, l'attention, la concentration, l'anticipation sur les accidents banals de la vie quotidienne. Et on voit que ces troubles de la cognition, en fait, sont liés au cancer en lui-même et souvent aussi à la toxicité des chimiothérapies. Et le lien a été fait entre troubles cognitifs et majoration des douleurs. Sur le plan de l'émotion, c'est l'anxiété, la dépression qui domine. On voit qu'il y a des zones cérébrales activées chez des patients atteints de cancer, notamment cette étude, c'était sur des patients atteints de cancer du sein par rapport à des sujets sains. Et ces zones cérébrales sont clairement en lien avec les centres des émotions. Et puis, on parle pas mal depuis quelques années de l'importance du syndrome de stress post-traumatique à l'annonce du cancer, mais aussi à la répétition des traitements, ou également lors d'expériences douloureuses répétées. En fait, ces aspects cognitifs et émotionnels, on les retrouve également dans la douleur chronique. Et c'est comme si, en fait, la mémoire de ces patients, dans ces conditions de vie stressantes, en fait, était bloquée, tournée en boucle avec une mémoire émotionnelle au niveau de l'amygdale du cerveau. Et du coup, perte de contrôle. Alors, quelle stratégie adopter par rapport à ces troubles cognitivo-émotionnels ? Tout d'abord, l'évaluation, avec des entretiens. Ça reste encore le gold standard pour la dépression, par exemple. Des tests cognitifs, subjectifs, objectifs, enfin bon. Prise en charge, ensuite, psychologique, rééducation cognitive. Les traitements médicamenteux, comme les antidépresseurs, sont évidemment pas à négliger. Et pour le syndrome de stress post-traumatique, actuellement, les pistes vont sur une prise en charge mixte
type EMDR, hypnose, plus des traitements médicamenteux avec corticoïdes, antidépresseurs, sérotonine, dopamine et kétamine. Je voudrais passer maintenant à la douleur induite qui, en fait, côtoie le quotidien des patients atteints de cancer et qui est souvent négligée, comme le montre d'ailleurs le peu d'études qu'on retrouve à ce sujet. Donc les douleurs induites sont en fait des douleurs de courte durée, aiguës, qui sont censées être prévisibles et que l'on pourrait donc anticiper pour des soins, des gestes, etc. Vous voyez que les situations sont multiples. Du myélogramme, la ponction, le ganglion sentinelle, les sondages de toutes sortes, les poses de site, les soins douloureux, radiodermite, plaies, mobilisation de drains, nursing, toilettes, toutes les mobilisations, les transferts, et puis les postures procédurales, comme on peut avoir par exemple en radiothérapie ou en médecine nucléaire. Le constat, donc, je vous le disais, très peu d'études qui comparent les techniques antalgiques proposées ou les protocoles. On sait que, évidemment, il y a des conséquences délétères de ces douleurs induites, avec parfois des refus de poursuivre les soins. Quelle stratégie adopter ? Là, c'est un peu général pour les douleurs induites. Il y a évidemment l'amélioration de l'organisation des soins, l'approche du patient, prendre en compte l'anxiété anticipatrice, et puis utiliser les moyens antalgiques appropriés que j'ai rapidement rappelés, non médicamenteux, distraction hypnose, les anesthésiques, locaux, régionaux, les opioïdes forts à libération immédiate ou d'action rapide, associés à un anxiolytique, et le méopa en milieu hospitalier ou en hospitalisation à domicile. Et la question qui reste aussi à se poser avant de faire un geste, c'est faire ou ne pas faire. Ensuite, les douleurs iatrogènes sont des douleurs qui, en fait, sont prévisibles, mais n'ont pas pu être réduites avec les médicaments ou avec les traitements dont on dispose. Et vous allez voir qu'il y en a également beaucoup. La plupart sont aigus, mais certains traitements durent dans le temps, comme l'hormonothérapie, et donc les douleurs peuvent se prolonger dans le temps. Elles sont dues donc au traitement oncologique, ça va de la chimio, les thérapies supportives, biothérapie et hormonothérapie. Il y a peu d'études, on ne connaît pas toujours le mécanisme. Et donc, douleurs nociceptives, en tout cas, on les traite comme telles. Et on se rend compte qu'il y aurait certainement une composante neuropathique fréquente, ou en tout cas des phénomènes de sensibilisation assez proches de la composante neuropathique. Je vous ai fait un listing, je vous l'épargne. Il y a peu d'études, en fait, sur la prise en charge, à la fois sur les mécanismes de ces douleurs. Vous voyez, par exemple, les douleurs des anti-aromatases. Il y a quelques études, c'est certainement les plus fournies. Il y a des hypothèses, comme par exemple, comme ce sont des anti-œstrogènes, et que les œstrogènes interviennent sur la production de sérotonine et de noradrénaline, on pense que ça pourrait atténuer les contrôles de la douleur. Voilà. Et donc si on substitue, par exemple, c'est pour ça qu'il y a, je ne l'ai peut-être pas mis, mais il y a une petite étude intéressante avec la duloxétine qui montre que dans les douleurs articulaires sous anti-aromatase, on aurait une action positive, c'est une étude de phase 2, mais il y aurait une action positive sur ces douleurs. Les traitements habituellement utilisés sont les antalgiques classiques, les ANS, les corticoïdes, voilà. Les fentanyls d'action rapide ou les opioïdes à libération immédiate, ça c'est pour les procédures, radiothérapie, hop, une petite bouffée, une gélule juste avant et on y va. Les traitements locaux, les bains de bouche, voilà. Les conséquences sont également délétères, nécessité d'arrêter le traitement oncologique, non-observance des traitements. Quand vous voyez que pour 60% des femmes sous anti-aromatase, la qualité de vie est franchement altérée. Alors,
Les mécanismes des douleurs, maintenant, je voulais quand même repréciser certaines choses avant d'aller sur la prise en charge de douleurs plus complexes. Rapidement, la douleur nociceptive, c'est le tissu qui est abîmé. Et on distingue la douleur somatique, qui est généralement précise, de la douleur viscérale, qui est profonde et sourde. Ensuite, la douleur neuropathique, c'est le système nerveux de la douleur qui est abîmé, irrité, comprimé. On retrouve donc une topographie neurologique, généralement, et la sémiologie est spécifique, je vais la préciser rapidement après. La spécificité des douleurs du cancer, c'est que la plupart du temps, les douleurs sont mixtes et associent à la fois une composante nociceptive et une composante neuropathique. Les douleurs neuropathiques, on a à la fois des douleurs spontanées, continues, paroxystiques, compression, étau, brûlure, décharge, coup de couteau. Vous voyez, ce sont des termes qui doivent tout de suite faire tilt. Et puis des douleurs provoquées par une stimulation. On appelle alors l'allodynie, le fait que quand on caresse, par exemple, c'est pas une stimulation douloureuse, et pourtant ça fait mal. La patiente qui a eu un curage ganglionnaire, qui supporte plus au soutien-gorge, elle est allodynique au frottement. Voilà. Typiquement, c'est un argument fort pour une douleur neuropathique. Alors, autour de la description de ces douleurs, il y a des éléments qui sont importants à retenir. Un, que l'histoire suggère une lésion du système nerveux. Toute chirurgie, une chimiothérapie, une radiothérapie, on sait on marque un point. Deuxièmement, il y a des troubles de la sensibilité à l'examen clinique. Deuxième point. Et à partir de là, si on a les items à l'interrogatoire de la douleur neuropathique et ces deux points, on a une douleur neuropathique confirmée. On retrouve aussi des troubles, des paresthésies, etc. Il y a le DN4 qui existe, que tout le monde devrait connaître, qui est un outil de dépistage. Mais vous voyez, la sensibilité, en fait, c'est intéressant pour faire comprendre et faire dépister effectivement la douleur neuropathique. Mais la sensibilité reste quand même assez faible, autour de 80%. Et on peut passer à côté de douleur neuropathique avec un DN4 négatif. Donc rappelez-vous de l'histoire, etc. Je ne vais pas tous les citer, mais voilà un petit peu les listings, comme on le faisait avant, des médicaments de la douleur dans le cancer. Vous avez la douleur nociceptive, alors on utilise les bons paliers de l'OMS. 1, le paracétamol, palier 2, les opioïdes faibles, et palier 3, les opioïdes forts. À l'opposé, vous avez la douleur neuropathique, avec les antiépileptiques, les gabapentinoïdes, certains antidépresseurs, les tricycliques, ou les IRSNA, les mixtes. Et puis ensuite, on retrouve quand même tramadol et les opioïdes forts. Et puis après, on a des médicaments, on va dire, de troisième intention, kétamine, lidocaïne, cannabinoïdes. Et enfin, les topiques, les compresses de lidocaïne ou les patchs au piment de capsaïcine. Alors, ça, c'était plutôt la vision, on va dire, classique. Et c'est vrai que depuis quelques années, il y a une nouvelle approche qui tient compte de la physiopathologie des douleurs chroniques, des phénomènes de sensibilisation. C'est-à-dire que le système nerveux de la douleur, comme vous le voyez ici, j'espère, eh bien, il s'emballe. Et au niveau périphérique, les récepteurs deviennent de plus en plus sensibles. Et au niveau central, au niveau de la moelle épinière, ils deviennent également de plus en plus sensibles, à tel point qu'ils peuvent décharger de façon spontanée et envoyer un message douloureux au cerveau, avec une amplification des messages, etc. Et dans le même temps, alors qu'on a normalement un système de contrôle de la douleur qui provient des centres supérieurs, eh bien, ce système de contrôle devient moins performant. Voilà un petit peu comment se chronicise une douleur, et c'est à partir de là, de ces phénomènes physiologiques, qu'une nouvelle classification d'analgésiques a été proposée. Vous avez d'abord les antinociceptifs, qui diminuent en fait la stimulation du système nociceptif, d'accord ? Ça vous fait tilt, c'est douleur nociceptive.
On retrouve les non-opioïdes, paracétamol, les opioïdes, les cannabinoïdes. Ensuite, vous avez les modulateurs de la transmission et de la sensibilisation périphérique. Ceux-là, c'est par exemple les anesthésiques locaux. On met un anesthésique, on coupe le message qui vient de la peau à la moelle épinière. Ensuite, vous avez les anti-hyperalgésiques. C'est ceux qui diminuent finalement l'amplification du message de la moelle épinière vers le cerveau, quand le système s'emballe. Et là-dedans, on retrouve les antiépileptiques, mais on retrouve aussi la kétamine, l'acupan, etc. Et enfin, vous avez les modulateurs des contrôles descendants. Ceux-là, c'est ceux qui permettent d'influencer notre propre système de contrôle de la douleur. Et on retrouve ces antidépresseurs tricycliques, comme le Laroxyl, et mixtes, comme l'Effexor ou le Cymbalta. Et à partir de cette approche, eh bien, on va essayer d'associer, de combiner les médicaments de façon, adaptée. On ne va pas forcément penser en termes de douleur, de cause de douleur, mais plutôt, j'ai une douleur en train de se chroniciser, j'ai des phénomènes de sensibilisation, je vais associer un antinociceptif, paracétamol ou un opioïde, avec un antihyperalgésique, antiépileptique, et éventuellement un inhibiteur des contrôles, un modulateur des contrôles descendants, un antidépresseur. Et on se retrouve maintenant de plus en plus souvent à associer très vite ces médications avec des dosages qui sont souvent, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de diminuer aussi les doses plutôt que de monter un médicament à son plafond. Alors, quand on traite la douleur du cancer, le but, évidemment, c'est de rendre la douleur stable, contrôlée. Et les critères d'une douleur stable, les voici. L'intensité doit être faible à modérée, une échelle numérique inférieure à 4, moins de 4 accès douloureux par jour, le sommeil est préservé, les activités habituelles sont conservées, le traitement des accès douloureux est efficace à plus de 50%, et il y a peu ou pas d'effets secondaires. Si vous n'avez pas ces critères, ou s'il en manque un, la douleur n'est pas encore contrôlée. Tant que la douleur n'est pas stabilisée, eh bien, on applique le principe de la titration en opioïdes pour pouvoir, évidemment, parvenir à une stabilisation. La titration, je vais parvenir, ça se fait avec les opioïdes à libération immédiate et les opioïdes à libération prolongée. Et l'idée de la titration, c'est qu'il faut que ce soit rapide. La réévaluation, elle doit avoir lieu à 2-3 jours, 5-6 jours. Et le problème, c'est que souvent le patient, il subit l'ordonnance de sortie du centre de cancéro et QSP 28 jours, la visite chez son médecin traitant. La titration, en fait, s'est arrêtée en chemin. Les ADP, donc ces accès douloureux paroxystiques, en fait, sont des crises brèves qui apparaissent rapidement, ça monte fort, et ça ne dure pas très longtemps, en général 1 heure. Ces ADP, 60% des patients cancéreux les décrivent, et en fait, ils n'apparaissent, si je reviens, vous voyez, ils n'apparaissent que quand la douleur se stabilise. C'est-à-dire que quand on a affaire à une douleur non contrôlée, eh bien, la douleur est tellement haute que c'est vraiment... vous voyez, il n'y a pas de crête, quoi. On est, alors que quand on commence à baisser le niveau de fond de la douleur, eh bien, apparaissent les pics, qui sont ces accès douloureux, avec des traitements spécifiques, les fentanyls d'action rapide, pas facile à manier, puisque pour eux aussi, il faut une titration, que je vais vous épargner, mais qui à domicile, franchement, n'est pas toujours idéal. Et puis, si jamais les fentanyls ne marchent pas suffisamment, ou si les accès douloureux durent peu de temps, on a évidemment la pompe à morphine. Je passe sur la titration. Je vous donne la stratégie actuelle et thérapeutique des douleurs neuropathiques périphériques, avec quand même une petite nouveauté de 2-3 ans. L'idée, c'est d'abord une monothérapie, antidépresseur ou antiépileptique que je vous ai donné tout à l'heure. Si ça ne marche pas, on monte la posologie, on change de monothérapie ou on fait une bithérapie. Si ça ne marche pas, opioïde fort. Si ça ne marche pas, recours à un avis, voilà, et vous voyez, kétamine, lidocaïne, méthadone, cannabinoïne, etc. Tramadol, c'est sur les douleurs mixtes, mais sur les douleurs cancéreuses, on est vite dépassé. Et la lidocaïne, vous savez, la CPM fait attention.
Donc l'indication, c'est la DPZ avec allodynie, douleur post-ostérienne avec allodynie, et on peut le prescrire hors AMM pour des douleurs avec allodynie, douleurs neuropathiques avec allodynie. La petite nouveauté, c'est la capsaïcine, ce patch au piment, qui normalement dans son indication, en fait, se prescrit quand les traitements conventionnels n'ont pas marché, ce qui la met en fait en 3e position. Or, c'est un traitement par patch, pas d'effet secondaire, hormis une douleur induite qui dure 24-48 heures, avec une durée qui peut aller de 2 à 3 mois en moyenne, sans médicaments, donc, avec même, quand la douleur s'atténue, une diminution des traitements de fond. Ce qui fait que, très certainement, dans les années qui viennent, on propose déjà de la capsaïcine en première intention, chez quelqu'un qui est polymédicamenté ou quelqu'un qui ne veut pas de médicaments, eh bien, ça va être le traitement qu'on lui propose en première intention. La douleur réfractaire, c'est quoi? C'est une douleur qui persiste malgré le bon respect de la stratégie OMS. On a fait une rotation d'opioïdes, même si c'est controversé, on a quand même des bons résultats sur certaines études. On a évidemment introduit un traitement des douleurs neuropathiques. On a éventuellement traité une hyperalgésie aux opioïdes. Ça se traduit souvent par des douleurs diffuses qui surviennent quand on est obligé d'augmenter rapidement la morphine. Et donc, d'une douleur un peu localisée, méta, bassin, etc., on augmente les doses et tout d'un coup, les douleurs diffusent. Et le patient a mal partout. Et là, typiquement, c'est une hyperalgésie à la morphine. Voilà. Et donc ça peut se traiter par une rotation ou par de la kétamine. Quand les doses, pour certains, sont supérieures à 300 mg d'équivalent morphine orale, donc 300 mg de Skedan jour, il faut se poser la question d'autres alternatives. Et les autres alternatives constituent en fait le palier 4 qui avait déjà été proposé il y a plus de 10 ans, qui représente les techniques invasives. On retrouve la radiologie interventionnelle, les blocs sympathiques, l'analgésie médulaire avec les cathés péri ou intratécaux, avec des opioïdes ou le Prialt, une molécule dont on commence à se servir depuis quelques années, les chirurgies, drésotomie, cordotomie antérolatérale, voilà, tout ça après s'apprécie en fonction de l'espérance de vie également du patient, et puis les radiothérapies ciblées. Les douleurs réfractaires, l'OMS estime que c'est à peu près 15% des patients atteints de cancer. Quelques petits exemples, la douleur de douleurs réfractaires, fréquemment réfractaires, on va dire, des situations complexes. On retrouve les douleurs viscérales, abdominopelviennes, où on peut faire donc un bloc sympathique ou une analgésie médulaire. Ces douleurs viscérales, qui sont d'expression assez pauvre et qui peuvent évidemment s'exprimer à la surface du corps, ce qu'on appelle les douleurs référées. Les douleurs de la vésicule, c'est l'épaule droite, etc., etc. Les douleurs osseuses, autre modèle de douleurs complexes, de mécanismes souvent nociceptifs et neuropathiques. Donc on a actuellement, il y a les biphosphonates, pour certains, certaines lésions métastatiques, biphosphonates, les anti-RANC, denosumab, la cimentoplastie, voilà, on met du ciment, et donc ça détruit en partie la tumeur, donc on évite, il y a une action antalgique très, très rapide. Et puis la radiothérapie ou la radiofréquence. J'en viens maintenant aux douleurs séquelaires. Ce sont des douleurs chroniques. Et 3 parties, les douleurs post-chirurgicales, les douleurs post-chimothérapiques et les douleurs post-radiothérapiques. Ces douleurs chroniques séquelaires, elles sont sévères dans 5 à 10% des cas, avec des conséquences sur la vie personnelle, familiale et sociale importantes. Les douleurs chroniques, donc post-opératoires, post-chirurgicales, c'est défini par des douleurs qui apparaissent après la chirurgie, qui n'ont pas de lien avec la chirurgie en elle-même, une complication de la chirurgie, en tout cas, et pas de lien avec ce qui s'était passé avant. Et c'est une douleur qui dure plus de 2 mois.
L'incidence est importante. Vous voyez, globalement, on est sur 30% de douleurs chroniques post-opératoires, avec des fortes proportions sur les interventions, la chirurgie du thorax, du sein et du sternum. Les facteurs de risque de ces douleurs chroniques post-opératoires, c'est la femme, moins de 55 ans, avec des facteurs psychosociaux particuliers, pas du tout d'angoisse ou beaucoup d'angoisse, par exemple, c'est-à-dire une inadaptation, probablement des facteurs génétiques, la notion de douleur intense périopératoire et de consommation de morphinique périopératoire. Et puis les chirurgies multiples. Et les facteurs prédictifs, c'est les troubles sensitifs après l'intervention. Chirurgie du sein, vous avez une anesthésie péricicatricielle et autour de la zone anesthésique, vous avez une allodynie. Et là, effectivement, ce sont des facteurs de risque d'installation d'une douleur chronique post-opératoire à forte composante neuropathique. Les douleurs post-chimothérapiques, je ne vais pas tous les citer, hein, cisplatine, Taxol, etc. Les mécanismes sont encore loin d'être connus. Deux petites choses que j'avais notées. La première, c'est une étude récente encore sur la duloxétine, j'ai pas d'action, qui est efficace sur les douleurs neuropathiques du paclitaxel et de l'oxaliplatine. Et puis, alors, une étude intéressante, c'est encore chez l'animal, mais il y en a le cannabidiol associé au THC, donc le Sativex, en fait, a montré chez l'animal une capacité à prévenir les douleurs neuropathiques sous Taxol. Donc à suivre. Les douleurs post-radiothérapie, plexopathie, donc douleurs neuropathiques, fibrose des tissus, avec les conséquences que ça peut avoir, hein, lymphœdème, etc., douleurs musculaires, ostéoradionécrose, fracture et sténose viscérale. Enfin, les traitements non médicamenteux, peu d'études également. Les traitements psychologiques, cognitivo-comportementaux ont montré, il y a quelques études qui montrent donc leur intérêt, le suivi plutôt d'inspiration psychanalytique, les techniques psychocorporelles, relaxation, Qigong, mais par exemple l'hypnose, j'ai rien retrouvé sur l'intérêt de l'hypnose en tout cas, dans la prise en charge des douleurs. Manque d'études. L'activité physique, la réadaptation, kiné, drainage lymphatique, TENS, hein, sont les traitements non médicamenteux qu'on utilise le plus finalement dans la prise en charge des douleurs chroniques du cancer. En conclusion, le cancer, donc, c'est un parcours avec beaucoup d'expériences douloureuses qui en rappellent parfois d'autres. La composante psychocomportementale me semble vraiment importante et multifactorielle. Hein. Il y a le cancer, il y a la douleur. Ce qui est frappant, c'est vraiment le no man's land à propos des douleurs induites et iatrogènes. On est fixé sur le cancer, son traitement, hein, et souvent les patients ils le disent, hein, le reste on essaie de serrer les dents. Les mécanismes des douleurs, se souvenir qu'ils sont mixtes et qu'ils réclament donc des traitements un traitement multimodal. Et puis enfin, voilà, prévention et traitement des douleurs séquelaires. Ça aussi, c'est un gros travail, la prévention, avec une prise en charge précoce. Et puis, certainement, un rapprochement précoce entre prise en charge oncologique et soins de support. Je pense que ça pourrait encore améliorer les choses. Voilà, je vous remercie.
Mais rapidement de reprendre finalement tous les sujets, que ce soit médicamenteux. C'est vrai que la douleur, ça reste souvent un problème. Alors il y a les patients qui considèrent souvent que c'est normal d'avoir mal quand on a un cancer. Hein. Il reste quand même des choses très, très bizarres, on peut dire, mais un peu tabou. Le fait de vouloir maîtriser des choses, de ne pas vouloir prendre trop de traitements si jamais après on ne peut pas en avoir besoin. Et puis effectivement, sur une des dernières diapos, là, tout le côté des traitements non médicamenteux. C'est vrai qu'on connaît mieux les traitements médicamenteux, même s'il reste encore des choses à faire et que, heureusement, dans les cas complexes, on a les spécialistes de la douleur. Et je pense que sur tous les traitements non médicamenteux, c'est peut-être là où, comme disait Florent Joly tout à l'heure, les recherches vont peut-être pouvoir nous aider à savoir l'intérêt de ces traitements et comment les positionner. Et sûrement, il y a des choses encore à faire. Je ne sais pas s'il y a des questions, oui. Ouais, est-ce qu'on pourrait avoir ton numéro de téléphone? Tu nous parais vraiment un gars précieux. Non, vraiment, là, quelle complexité que la douleur et quelle spécialité que la prise en charge de la douleur et combien nous sommes, je dirais presque inopérants de notre prise en charge de la douleur dans le quotidien, quoi. Et c'est toujours pareil, hein, je veux dire... La coordination, le fait de vous joindre facilement, tout ça, c'est tellement important quand on apprend tout ce que tu nous apprends sur la prise en charge de la douleur et que nous ne faisons pas dans nos cabinets. Je voudrais juste te dire une chose. Je suis surpris par une expérience personnelle du ressenti personnel et différent de la douleur suivant les gens. Je prends un exemple. Une fracture de côte chez un patient, ça va, j'ai mal, je prends du Doliprane. Et la même fracture de côte chez un autre patient va hurler de douleur pendant 3 semaines en prenant des antalgiques majeurs. C'est justement toute l'importance de la composante cognitive. C'est ce que représente la douleur pour l'individu. Et ça, ça tient à son histoire personnelle. Ça tient à l'importance qu'il donne de l'événement qu'il est en train de vivre. Et voilà, donc c'est singulier, c'est-à-dire que ce ne sera même pas la même douleur ressentie à 2 instants différents pour le même patient. Juste aussi, je pense qu'il y a ce que ressent le patient et puis l'entourage aussi. Souvent, on se fait la réflexion, c'est que en fonction de l'entourage, la douleur, elle n'est pas non plus pareille chez le patient. Si l'entourage est d'autant plus inquiet ou plutôt va aider dans la prise en charge, et ça, des fois, on est en difficulté presque plus vis-à-vis de, je ne sais pas vous, mais des fois de la famille ou dans cette prise en charge que ça complique parfois les choses. Oui, ouais, je voulais poser, c'est tout à fait bien précis, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur les patchs. Parce qu'on retrouve les mêmes problèmes douloureux avec nos patients diabétiques, dans les neuropathies diabétiques. J'ai un patient qui est en trithérapie multinodale et qui a en plus des patchs de xylocaïne. Tu parlais pas de ça tout à l'heure, il y a un problème, tu disais, avec les caisses ou je sais pas quoi, avec les patchs ou... Ouais, le Versatis, l'AMM, c'est douleur post-zostérienne avec allodynie. Et comme ça a été prescrit un peu, sur des douleurs musculaires, d'arthrose, etc., et que ça a un certain coût, c'est d'abord la MSA qui a fait une enquête et la CPM a suivi. En fait, ils ont regardé combien il y avait de prescriptions de Zelitrex dans les 18 mois. Et s'il n'y avait pas de Zelitrex, ils considéraient que la prescription de Versatis était hors AMM. Et là, c'était, je crois, 80% des prescriptions hors AMM. Donc maintenant, il faut que la prescription soit encadrée, mais voilà, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, ouais. Pour des études sur l'efficacité des thérapies cognitivo-comportementales et des techniques psychocorporelles, comme par exemple tout ce qui est mindfulness, il faut se pencher sur la revue TCC. Il y a eu pas mal d'études là, assez récemment, notamment pour les personnes atteintes de cancer du sein. Et donc voilà, donc il y a des études. Oui, pour les TCC, il y en a. Pour le mindfulness aussi, bon, vous ne l'avez pas cité mindfulness, mais il y a beaucoup d'études sur tout ce qui est méditation psychothérapeutique. Et c'est vrai que c'est quand même assez efficace, alors dans la moindre mesure, mais quand même, que ce soit sur le taux d'hormones de stress, sur l'aspect neurologique, il y a quand même eu des études et des études prouvant l'efficacité. Ouais, dans la revue 2013 que je lisais, ils évoquaient pas du tout le mindfulness. Et quant à l'hypnose,
il n'y avait pas d'études pour eux. Après, dans des revues... là, c'est effectivement des revues, voilà. mais voilà. En tout cas, il y en a quelques-unes quand même. Ouais. C'est vrai que... Est-ce qu'il y a une autre question ? Peut-être si je pouvais... Je repensais à une petite chose que j'ai oublié de dire et qui me semble importante dans l'après-cancer. On a les patients qui ont vécu des maladies, c'est long, ils ont eu des douleurs, ils ont souvent des opioïdes forts. Et puis, ils sont en rémission, ils sont tranquilles, ils rentrent chez eux et ils gardent leurs opioïdes forts. Et ça, c'est un véritable problème, parce que là encore, il y a 2-3 semaines, j'ai vu une patiente qui, en fait, a une douleur séquelaire neuropathique d'un cancer du sein, et qui a 80 mg d'oxycontin matin et soir. Voilà. Et là, pour la sevrer de ça, on va y passer du temps et ça va pas être facile. Donc attention, dans les douleurs séquelaires, levez le pied sur les opioïdes. Douleur neuropathique, il y a l'AMM pour le diabète. Ouais. Après, la venlafaxine, il n'y a pas d'AMM, mais on l'utilise comme la duloxétine. Oui, Dernière question. Oui, bonjour, je suis infirmière libérale dans le Sud-Manche et je peux vous dire que les accès à la consultation antidouleur sont absolument des délais énormes. 7 mois, plus de 7 mois pour un monsieur qui souffre et qui souffre toujours d'ailleurs. C'est toujours pas réglé. Mais plus de 7 mois entre la demande et le rendez-vous. Alors, je fais partie du réseau douleur, je suis infirmière coordinatrice, mais je travaille à mi-temps au centre antidouleur d'Avranches-Granville, donc Sud-Manche. Et je peux vous dire que on a des plages horaires. C'est vrai qu'il y a des délais d'attente, il y a 10 structures douleurs identifiées par l'ARS qui s'étalent sur toute la Basse-Normandie. Vous retrouvez ça sur le site du réseau douleur. Vous retrouvez les adresses et les coordonnées. Et vous avez des délais d'attente qui fluctuent certainement, mais quand il y a des plages horaires qui sont fixées par rapport à certaines pathologies, et le cancer en fait partie. Donc vous vous adressez et vous dites bien que c'est pour un problème de douleur lié au cancer. Alors là, vous aurez plus de... Dans le cas présent auquel je pense, ce n'était pas suite à un cancer, c'est des douleurs résiduelles post-hémiplégiques. Et le monsieur souffre 24 heures sur 24 et on n'a pas pu avoir de rendez-vous avant 7 mois. Alors là, c'est bon, peu importe, mais, mais tant mieux que c'est... Mais comment faire pour passer justement, accélérer? Alors accélérer, il y a des délais d'attente parce qu'il y a on n'a que des temps médicaux dédiés par structure et vous n'allez pas pouvoir faire plus de consultations. Enfin, Franck pourrait vous en parler que moi, mais les délais d'attente, ils sont liés au temps imparti médical et après, il y a une prise en charge pluridisciplinaire qui s'installe autour. Et c'est vrai qu'il y a un délai d'attente, il y a un questionnaire d'orientation et en fonction de ce questionnaire d'orientation, ça dépend. Et puis, le médecin traitant peut très bien prendre contact avec le médecin de la structure. Et puis, les infirmiers peuvent nous téléphoner. Nous, infirmiers de consultation douleur, on peut très bien avoir des contacts directs et peut-être faire avancer les prises en charge. Vu qu'il y a un délai, on peut très bien vous aider avant. Pas de problème. Merci beaucoup.